Bonjour à tous. Bon, je suis ravi de vous accueillir pour cette 46e, je crois, convention de Sésame LLD. Sachez qu'en 2023, là aussi, c'est une grande part de fierté que nous avons pu mettre en lumière, puisque nous avions réalisé des chiffres records. C'est vraiment... je pense à un élan supplémentaire qui est en train de se mettre en œuvre pour la location longue durée, qui a véritablement tous les atouts pour correspondre à l'évolution qui est celle de notre société en usage et puis en accompagnement des besoins de clients et l'environnement de transition énergétique. Alors, certes, tout n'est pas de la location longue durée, puisque droit d'usage, c'est aussi toutes les formules de location, mais c'est extraordinairement fort et c'est une vocation très 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 forte et une trajectoire très brillante qui s'ouvre à nous. Voilà, c'est vraiment des chiffres de progression, donc beaucoup d'activités en rêveraient et il n'y a pas à le dire. J'éprouve une très grande fierté à avoir accompagné ce métier depuis 2018. La contribution du métier sur la transition énergétique est particulièrement vigoureuse et forte, et qu'on est un acteur premier de cette évolution. Dans ma dernière convention avec vous, je donne la parole à Yves Pasquier-Desvignes, qui va nous parler de Volvo et des challenges de Volvo et des orientations de Volvo. Merci à vous tous. À bientôt. C'est avec grand intérêt qu'on va vous raconter un peu notre histoire, sans vous abreuver de chiffres, mais de vous raconter nos partis pris, les décisions qui sont prises par la maison mère, par le groupe, dans un environnement où, bien entendu, vous aurez le droit de dire que c'est notre vérité. Je vous présente l'empreinte de Volvo dans le monde. C'est un secret pour personne de savoir que Volvo est une marque suédoise, mais intégralité en propriété d'un groupe chinois. Et notre empreinte est mondiale. Ça veut dire qu'en termes d'usines, de centres de recherche et de développement, il y en a aussi bien aux États-Unis qu'en Asie qu'en Europe. Et que c'est une entreprise qui fait travailler 42 000 personnes à peu près dans le monde entier. Les grandes promesses de l'entreprise autour de cette responsabilité sont aussi bien autour de l'empreinte carbone de chacune de nos voitures. Et là, vous avez des dates. 2025, réduire de 40% l'empreinte. 2030, devenir un constructeur 100% électrique. Donc là, vous retenez cette date 2030, 100% électrique, parce que vous verrez que je vais vous annoncer quelque chose d'un peu plus différent au niveau local. Et 2040, devenir un constructeur neutre en carbone. Trois grands principes sur ce discours qui doit accompagner l'amélioration de tout ce que nous faisons. Respect de l'environnement au niveau des produits, de ce que nous fabriquons. Respect de l'environnement autour de notre outil de production et comment nous allons produire. Et respect d'une philosophie à l'égard de nos collaborateurs, de nos partenaires, de nos fournisseurs, pour avoir un écosystème qui n'est pas uniquement autour de la voiture que nous produisons, mais notre outil industriel, et tout l'écosystème des employés, des gens avec qui on travaille. C'est-à-dire que lorsque nous allons extraire des minerais au Congo, il y a une procédure qui vérifie que c'est fait dans des manières éthiques, responsables et totalement surveillées pour être cohérent sur l'ensemble de la chaîne. Donc ça fait partie de notre histoire, de notre discours aussi économique et commercial et auprès des financiers pour être très cohérent sur l'ensemble de la chaîne. À l'horizon 2030, ce sont 35% de matériaux qui seront utilisés dans la fabrication de nos voitures, qui seront des matériaux déjà recyclés. Nos ambitions, et je suis pas loin de la fin de ma présentation, c'est de dire Volvo, très vraisemblablement en 2026, nous serons au 100% de véhicules immatriculés, commercialisés sur le marché français, et il n'y a pas d'autre plan que celui-là. Et le troisième grand axe, qui essaye de contredire tout ce qui a été dit, puisqu'on a dit tout et n'importe quoi sur la digitalisation et le commerce en ligne. Nous formons nos réseaux à être absolument parfaits sur la digitalisation du parcours client. On ne parle pas de vente en ligne, mais d'être beaucoup plus réactif, d'offrir des services et de savoir prendre en compte toutes les demandes de notre clientèle sur un parcours digital et physique. Voilà, rapidement, j'ai essayé de vous raconter un peu notre histoire.
un peu qui nous sommes, comment nous fonctionnons, radicalité de notre message, qui est bien sûr qui amène des débats, des questionnements, c'est-à-dire que tout le monde peut être d'accord ou pas d'accord, mais je suis obligé de vous dire que c'est notre plan A, qu'on n'a pas l'intention de changer et que du coup il faut que nous soyons des experts et que nous puissions vous accompagner dans cette démarche. Et c'est ma phrase de conclusion, nous sommes à vos côtés. L'avantage, c'est comme nous sommes partis très tôt dans cette course de l'hybride rechargeable et de la course vers le 100% électrique, nous avons une forme de maîtrise de l'intégralité de l'approche, de l'histoire, du TCO, de la technologie. Nous avons l'expertise, c'est que nous la maîtrisons maintenant parfaitement. Les enjeux techniques, technologiques, de marché, de façon à savoir rester convaincant dans un monde qui va vous challenger toutes les 5 minutes de beaucoup de monde. Et nous sommes là pour vous accompagner sur le fond, peut-être plus que sur la forme. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention, c'était un plaisir. Alors, nous enchaînons, comme il est de coutume, de vous présenter les différents travaux de nos principales commissions. C'est important de le dire. Donc, tous les sujets fraude qui nous occupent grandement, puisque les sujets financiers sont importants par rapport à cette fraude. Notre plateforme Véhicule Neuf, Véhicule Occasion. À ce titre, je fais une petite annonce, un petit teasing, puisque vous l'avez vu, Thomas, il est sur scène, mais il n'est pas bon qu'en quiz. Il fait aussi la continuité de développement et on reviendra vers vous avec encore des nouveautés sur notre plateforme courant septembre, courant octobre pour vous annoncer un petit peu ce qui va se passer et qui, encore une fois, va vous permettre d'avoir un niveau de détail toujours plus important sur nos chiffres, aussi bien VN que VO. FVA, ça parle en théorie à tout le monde, surtout depuis le 1er avril. L'avantage, c'est que le législateur, il a fait des choses très sympas, il nous donne des dates assez typiques. FVA pour fichier des véhicules assurés. Accessoirement, comme on s'est un petit peu ennuyé, ça a occasionné pour toutes nos entreprises de faire un petit peu de travail et ça nous a permis de développer en plus du FVA, le MVA, le mémo des véhicules assurés. Dorénavant, toutes les voitures livrées depuis le 1er avril 2024 ne comportent plus de carte verte. Vous devez envoyer à vos clients assurés un mémo véhicule assuré. Le flux libre ou free flow mené depuis le début avec Anne-Claire, qui se rapproche grandement de la région parisienne et qui, là aussi, va nous occasionner un petit peu de travail. Pourquoi ? Parce que potentiellement, pour celles et ceux qui font, en plus de la partie activité standard, la moyenne durée, il y aura potentiellement un petit sujet d'amende à gérer, puisque les clients indélicats qui ne paieraient pas leurs amendes, puisqu'il n'y aura plus d'arrêt obligatoire au péage, devront s'acquitter des amendes et donc une petite activité supplémentaire pour celles et ceux qui font cette activité. Donc on arrive à nos amendes et à nos certes, également bien relayées par Anne-Claire sur nos différentes commissions, parce que oui, le sujet des amendes continue, les majorations continuent, nous nous sommes fait entendre ou tentons de nous faire entendre, mais pour autant ce sujet-là est toujours un petit peu complexe vis-à-vis des autorités et nous devons les gérer. Sujet qui occasionne des sueurs froides à nos directions générales, à nos directions financières, à toutes les trésoriers de nos entreprises, le sujet de l'ASP et des bonus, puisque le sujet des concessionnaires, nous sommes touchés de la même façon par rapport à des avances que nous faisons pour le compte de nos clients, pour lequel, tant que le bonus n'est pas récupéré, et Yves n'en a pas dit un mot, mais je pense que son réseau est touché forcément comme les autres, ça fait des dizaines, des centaines de milliers, voire des millions d'euros d'immobilisés. Là, encore une fois, Anne-Claire, avec le soutien du Conseil et du Bureau, tente de se faire entendre. Ce sujet-là est un sujet qui nous occupe, bien qu'aujourd'hui, ça ne soit plus d'actualité. Tout le parc à la route qui a bénéficié des bonus 23, des bonus 24, est frappé par ces sujets-là et nous pose des sujets très particuliers. Les certificats d'aménageurs VP, là aussi, ça fait partie des immatriculations qui posent problème lorsqu'on doit modifier des véhicules et qui peuvent ralentir les immatriculations et donc ralentir les livraisons clients. Donc là aussi, ces AMLLD essayent de se faire entendre pour fluidifier les immatriculations, puisque des entreprises utilisent ces véhicules et pour autant, on doit effectivement faire accélérer les procédures pour bénéficier des immatriculations pour pouvoir faire nos livraisons de véhicules neufs. Entre autres, on n'irait pas un petit peu sur le sujet des procédures VGE ou des procédures VE, qui dans certains cas ne nous sont pas connues. Par des rétentions de forces de l'ordre, on découvre lors de certains sinistres, que nos véhicules ont été gagés ou sont frappés de cette procédure VE. Là aussi, ces AMLLD essayent de se faire entendre pour que nous soyons
au moins au courant de cette procédure qui doit engendrer vis-à-vis des clients soit des passages d'experts pour faire lever ces procédures, mais surtout, c'est important pour nous, ne pas bloquer les sessions. Et ça, c'est vraiment très très important. Et donc, c'est ce qui occasionne aussi beaucoup de travail administratif de toutes les équipes qui sont en charge de ces sujets dans vos entreprises. Et donc, on va quand même un petit peu finir cette visibilité par toute la partie immatriculation et ANTS, puisque là, encore une fois, on a fait un travail depuis de nombreuses années avec Franck Thibault, LTSC Harris, qui aussi travaille sur le premier sujet, il faut le dire, sur le sujet fraude, où Sésame LLD essaye également de défendre nos intérêts communs et réciproques sur le fait que nous tentons de ralentir les mutations de carte grise pour protéger nos actifs, parce que l'immatriculation est liée avec le changement d'immatriculation, et ce qui occasionne effectivement beaucoup de problèmes. La communauté des adhérents s'agrandit, ça c'est important de le signaler. 3 nouveaux loueurs longue durée dans les personnes qui sont normalement représentées aujourd'hui, de Drivalia, de Flexifleet et de Silog Location. Néanmoins, en plus de cette famille des loueurs longue durée, qui sont eux avec un statut adhérent, nous avons aussi accueilli 6 nouveaux membres associés. Nous avons accueilli AD, carrossier, le réseau DAT, qui sont représentés, qui est Philippe aujourd'hui, et le réseau AD par Stéphane, DriveMe par François, qui est représenté aujourd'hui, Milo, qui nous a assisté sur la 15 jours, 3 semaines, sur la dernière commission fraude, qui intervient sur la partie risque-crédit. Nous avons accueilli le groupe Lacour, Romain est également dans la salle pour la partie assurance, et le groupe OEC. Donc les publications du Cesium LLD, elles sont au nombre de 18, c'est 12 publications mensuelles, 12 flashs mensuels, 4 lettres trimestrielles et une publication de faits et chiffres annuels qui vraiment rythme l'ensemble de nos interactions avec l'ensemble des parties prenantes. La dynamique est positive sur ce travail, parce qu'on arrive quand même à être un peu présent un petit peu partout. Pour revenir sur l'ensemble des actions de Sésame qui s'appuient évidemment sur les travaux des commissions, dont je profite pour remercier l'engagement de ses présidents. Donc merci Julien, merci Stéphane, puis merci à tous ceux qui participent aux commissions également, parce que sans ça... oui, nos membres. Sans ça, nous n'aurions pas matière à défendre vos intérêts. Donc cette année, le rapport d'activité que vous retrouverez en ligne. Autre sujet qui nous a accompagnés tout au long de ces 2 voire 3 dernières années, mais en particulier quand même 2023-2024, c'est évidemment le sujet du verdissement des flottes, où nous avons eu de cesse que d'essayer de faire reconnaître la spécificité du métier des loueurs au travers des différentes actions et propositions qui ont été présentées par le gouvernement, par les ministères, ou dans les différentes relations que nous avons, soit auprès des différents ministères, ministère de la Transition énergétique, ministère du Budget, des Transports, etc., également auprès des parlementaires. Alors juste, je voudrais encore vraiment vous inviter à participer aux commissions de travail, vous remercier pour tous ceux qui y sont déjà. Je m'appelle Marc Horwitz, je vais animer cette table ronde à laquelle participent, vous le voyez comme moi, Christophe Duchâtel, Thomas Joigny, Julien Bourdonnec et Antoine Comte-Bello, sur un thème qui est quand même assez aujourd'hui malmené, les vertus de l'électrification des parcs d'entreprise, mythe ou réalité. Je voudrais commencer, Christophe Duchâtel, par vous. Au fond, on a entendu tout à l'heure votre président. On a besoin de quelques éclairages français, peut-être, et surtout revenir sur cet objectif de neutralité carbone 2040. Ça veut dire quoi exactement ? Globalement, ça veut dire qu'en tant que constructeur, on est responsable des émissions de CO2, donc on est aussi responsable de trouver des solutions pour les baisser. Neutralité carbone, ça veut dire effectivement travailler sur la production, travailler sur le cycle de vie des voitures, travailler sur le recyclage des voitures. Je crois que ce qui a beaucoup changé, c'est qu'à un moment, on ne regardait que les émissions pendant qu'on roulait, et c'est vrai que c'était l'habitude sur les véhicules thermiques. Puis après, on s'est dit, c'est bon, les véhicules électriques, c'est zéro.
Puis on s'est rendu compte que c'est pas zéro, parce qu'il faut intégrer effectivement ce qui se passe avant. Alors le terme est mieux en anglais, on dit de cradle to grave, ça veut dire du berceau à la tombe, je préfère le dire encore une fois en anglais. Maintenant on a vraiment cette visibilité globale de ce qu'on analyse sur les CO2, et donc d'arriver à travailler sur chacun de ces éléments de la logistique, du transport, des usines, pour arriver à cette neutralité carbone. Ça veut dire donc avoir un impact nul, malgré le fait effectivement de produire un maximum de véhicules et de faciliter la mobilité des Français en particulier. Notre objectif, c'est de diminuer l'impact CO2 et que ce soit effectivement réellement le cas. La conviction que nous avons, c'est que l'électrique est la meilleure solution pour le faire et on en a quelques preuves si vous en avez encore besoin. L'électrification, c'est le principal vecteur de décarbonation des transports. Pour rappel, les transports, c'est 30 millions de tonnes. C'est le seul secteur dont les émissions n'ont pas diminué depuis 30 ans. On a même augmenté. Et l'objectif de la planification écologique, c'est de les baisser à 90 millions de tonnes, donc une baisse de 40 millions de tonnes, face à un tendanciel qui a toujours cru. Donc le défi est très important. Et on a estimé que l'électrification, ça permettait de réduire de 11 millions de tonnes, donc un quart de l'effort nécessaire pour l'ensemble du secteur des transports, juste sur l'électrification. Alors, mythe ou réalité, c'est vertueux l'électrification ou c'est encore plein de points d'interrogation? Vous ne serez pas surpris par ma conclusion. Donc, non, le point qui est important, c'est nous déjà, on le fait parce qu'on est convaincu et pas parce qu'on est obligé. Et ce que j'espère, c'est qu'on arrivera justement à ça, c'est que l'ensemble des acteurs, que ce soit les acteurs loueurs, que ce soit surtout les acteurs clients finaux et gestionnaires de parc, le fassent parce qu'ils sont convaincus de l'intérêt de rouler à l'électrique, plutôt qu'ils n'en soient obligés ou qu'ils n'en soient contraints. Donc c'est tout l'équilibre effectivement à ce sujet-là qui est important. Et après aussi de dire, bah voilà, on l'a fait depuis longtemps, on a des historiques dans la marque, et on a des expériences qu'on est prêt à partager avec chacun d'entre vous. Donc bah, essayez et puis questionnez-nous. Et encore une fois, soyons convaincus plutôt qu'obligés. L'ouverture de la convention, que François Brabander faisait sa dernière convention. Effectivement, son mandat arrivait à échéance ce matin. Et donc le Conseil a élu une nouvelle personne à la présidence de Sésame LLD. Donc il est déjà parti. On a déjà eu l'occasion de lui remercier pour ses 6 années de présidence au sein de Sésame, parce qu'il est arrivé en 2018, au moment du changement de nom, au moment du changement et du nouveau dynamisme qui était mis et qui a été insufflé pour Sésame LLD, qu'il a pu accompagner pendant ces 6 dernières années. Donc voilà, merci pour ces équipes aussi qui le représentent aujourd'hui. Et donc j'ai le grand plaisir de passer la parole à notre nouvelle présidente, Sarah Roussel. Merci Anne-Claire. Je suis vraiment ravie d'être aujourd'hui ici avec vous et de m'adresser pour la première fois en tant que présidente de ce très beau syndicat. François est parti, malheureusement, mais je pense qu'il y a quand même quelques collaborateurs de François dans la salle. Donc, je voulais quand même le remercier des 6 années qu'il a passées. Alors moi, ça ne fait pas 6 ans que je suis au syndicat. J'ai passé 18 mois avec François et avec mes collègues du syndicat. Je ne vais pas redire tout ce qu'il a pu dire et tout ce que Anne-Claire a pu dire sur sa présidence. Moi, je vais simplement rappeler qu'on a passé un très bon moment en collectif avec François, qu'il a su animer notre collectif de manière sympathique et que rien que sur ce point-là, j'essaierai de m'inscrire dans les rails bien tracés de François sur ce sujet. Mais je pense qu'on peut quand même partager ensemble 2 convictions, à minima. Il y en aura certainement d'autres qui me seront suggérées, mais 2 convictions qui devraient nous permettre de nous rassembler justement autour de cette action commune. La première conviction, c'est que c'est pour un client que nous travaillons et que bien servir notre client, c'est l'essence même de notre métier et que dans toutes ces incertitudes, et ça peut être facile parfois d'oublier notre client. Donc toujours avoir ce sujet du client au cœur de nos préoccupations. Ça, c'est la première conviction que je voulais partager avec vous. Et la deuxième conviction, évidemment, c'est que la transition écologique, c'est évidemment excessivement important. Il y a une incertitude sur comment on va y aller, à quelle vitesse, avec quelles aides, quels moyens. Mais en tout cas, c'est une conviction profonde et ancrée en moi qu'on doit agir aussi en tant que profession pour accompagner la transition écologique de nos métiers.